Et il y a une période d'oubli, d'obscurantisme, on pourrait dire, c'est la fin du 19e. Pourquoi? En fait, alors il y a un historien de la sexologie qui s'appelle Thomas Laqueur qui fait porter la responsabilité pas mal à Freud, qui dit que Freud est un petit peu je ne sais plus quelle son expression, c'est le grand propagateur de l'idée de cet orgasme vaginal versus orgasme clitoridien, dans lequel il reprend effectivement dès 1905, conférence sur la féminité, nouvelle conférence sur la féminité, donc jusqu'en 1932 au moment où on est là, donc c'est quelque chose qu'on retrouve chez Freud. Et en fait, Thomas Laqueur, on sait qu'il exagère un peu, en fait, Freud n'est pas responsable de ça, en fait c'était un lieu commun à l'époque, tout le monde pensait ça. Et si on veut chercher une origine, Freud, c'est plutôt un collègue de Freud, effectivement, c'est Krafft Ebing, dans sa Psychopathia Sexualis, la première édition, je ne sais plus, j'avais noté, qui est en 1866, par là, la première édition de sa Psychopathia Sexualis, dans laquelle il va proposer cette idée d'un orgasme vaginal qui serait un orgasme plus mature, et un orgasme clitoridien qui serait un orgasme... Krafft Ebing, il avait déjà cette théorie, oui. Oui, en fait, c'est une des premières traces, les travaux de Sylvie Chaperon, une historienne de la sexologie, qui a bien montré ça. C'est vraiment, alors c'est difficile de dire qui le premier, parce que c'est probablement lui. Mais lui, c'est déjà avant Freud. C'est avant Freud, et Freud, il est fort probable qu'il le reprend. De Krafft Ebing. Et qui est une autorité à l'époque en sexologie. Et c'est vrai que Freud, vu le succès de ses textes et de la psychanalyse, a largement participé à diffuser cette idée. Mais si on veut chercher l'origine, probablement c'est plutôt du côté de Krafft Ebing, et après d'une série d'autres qui vont reprendre cette thèse-là. Et comment il en est arrivé à cette idée, Krafft Ebing Parce que moi j'ai lu aussi qu'il y avait l'histoire, le fait qu'on découvre finalement pour qu'il y ait fécondation, il faut qu'il y ait la naissance vient d'une fécondation d'un ovule par un spermatozoïde, et puis on met de côté la question de la semence et du plaisir féminin. Je crois qu'il y avait ça, cette idée. En fait, plus on a de plaisir féminin, plus on produit d'ovules, donc c'est super. Et puis, en 1880, on découvre que la fécondation, il faut qu'il y ait fécondation d'un ovule, puis on met de côté le clitoris, c'est ce que j'ai compris. C'est une des explications, une explication un peu nataliste aussi, qui va dans le sens aussi de comprendre comment se fait la reproduction, plutôt qui devient une question plus intéressante que comment se fait le plaisir. Ouais. Et en fait, c'est un débat, je pense, assez compliqué. J'avoue, je ne pourrais pas donner tous les éléments, parce qu'il y a une faisceau d'éléments. Il y a des arguments biologiques, une histoire de découverte de comment ça marche. Il y a des arguments politiques et éthiques par rapport à la question de est-ce que c'est important ou pas. Il y a toute une série d'arguments qui se télescopent, qui font que c'est assez difficile. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'au moment où ça intéresse Freud et surtout Bonaparte, c'est un moment où on est plutôt dans la pensée que l'orgasme vaginal est un orgasme par défaut, qui est l'orgasme à viser, et l'orgasme clitoridien est un orgasme qui serait plutôt vulgaire, qui serait la première étape, et qui doit être dépassée, et qui est une thèse qui est reprise par Freud. Et Bonaparte, elle reprend cette thèse, elle la reprend, mais oui et non, parce qu'en fait, quand on regarde ce qu'elle a publié sous le nom de Marjani, donc son texte, comme Marjani avait déjà proposé les opérations. Marjani, ça va se faire comme ça. Marjani, c'est une histoire intéressante. En fait, ça intervient dans Marie Bonaparte. Alors, c'est son nom de Bonaparte, quelques éléments sur elle. C'est la princesse de Grèce et du Danemark. Donc, elle naît en fait l'arrière-petite-nièce de l'empereur, et elle hérite de la famille Blanc, la famille de Monte Carlo, qui a monté les casinos de Monte Carlo, donc elle est très riche par sa mère, et elle a ce nom illustre par son père, qui, en fait, Roland Bonaparte, qui descend d'un frère de Napoléon, Lucien. Et elle va se marier, alors elle cherche à faire un beau mariage, elle va se marier avec Georges de Grèce et du Danemark, qui est qui est un sympathique monsieur, dont on va se rendre compte assez rapidement qu'il n'est pas particulièrement intéressé par les femmes. Ouais. Donc, dès la première nuit de noces, elle raconte, je crois que j'ai mis quelques extraits, elle raconte dans ses, puis c'est Bertin aussi en parle dans ses mémoires, voilà, dès la nuit de noces, il lui dit, je crois, voilà, je n'aime pas ça comme toi, mais on doit le faire. Bon, voilà, c'est vraiment pas, Et elle est vraiment déçue, frustrée, et elle veut comprendre pourquoi elle n'éprouve pas de plaisir. Elle veut comprendre
pourquoi ça ne marche pas. Elle n'a pas forcément de connaissances non plus, on peut imaginer une époque différente, même si elle n'a pas fait d'études. Hein. Sa grand-mère, alors sa mère est née, sa mère décède très tôt, hein, ce qui fait qu'elle est élevée par son père et sa grand-mère. La grand-mère est une personne extrêmement rigide. Et puis, très sympathique. il y a quand même des rumeurs que le père a tué la mère pour avoir... C'est sûrement des rumeurs, en tout cas, il y a un climat assez malsain. Oui, le père de Marie Bonaparte a la rumeur qu'il, lui, a tué sa femme. Pourquoi? Pour avoir la fortune. La fortune, parce qu'en fait, il a fait signer une clause pour le mariage, Oui. ce qui fait qu'il obtiendrait plus rapidement l'héritage. Bon, c'est probablement une rumeur, mais n'empêche qu'il y a cette question du mariage, de son enfance, qui va jouer pas mal de rôle, aussi de son argent, et puis elle a une enfance assez Très difficile, isolée. très isolée, on pense qu'elle a la tuberculose, du coup on a interdit de sortir. Elle est interdite de sortir, puis elle a eu des problèmes physiques parce qu'elle ne faisait pas des exercices, etc. On avait extrêmement une précaution énorme à cause de cette tuberculose qui était une tuberculose bénigne, Oui, en fait. pas du tout. Et puis, mais elle ne pouvait pas sortir, elle n'avait pas d'autres enfants à côté d'elle. C'était difficile. Hein, et je voulais aller là, oui, voilà. Parce qu'en fait, donc, il y a cette enfance difficile, elle aspire à la liberté, en plus adolescente, elle a des histoires avec un secrétaire de son père qui l'a fait chanter. Elle n'a pas une vie amoureuse. Elle écrit des lettres, elle fait chanter. Elle n'a pas une vie amoureuse très satisfaisante. Et elle aspire, avec son mariage, à sortir de ça. Elle sort de ce climat un peu difficile, avec cette grand-mère qui est décédée entre-temps. Elle aspire à un peu de liberté et à sortir. Et elle se retrouve avec un mari qui n'est pas particulièrement intéressé par la chose sexuelle. Elle est prise de découvertes, y compris de découvertes sexuelles. Et donc, du coup, elle va aller voir des hommes, elle va voir des gynécologues pour essayer de comprendre comment ça se passe. Et en fait, ça, j'en parle peu ici, j'en parle peut-être brièvement, mais c'est plutôt dans ses mémoires, elle raconte combien les gynécologues qu'elle va voir sont un peu. Ils voient d'un œil un peu grivois cette femme qui pose des questions sur sa sexualité et vont plutôt essayer, si ce n'est de profiter d'elle, en tout cas de pouvoir un petit peu voir jusqu'où elle est prise de liberté sexuelle. Donc elle est un peu déçue par ses contacts avec des hommes et elle va plutôt aller voir des femmes. Elle fait à l'époque, on va avoir des salons, des salonnières. Donc elle va voir Madame Buteau, Anna de Noailles, qui a un salon à Paris. On parle d'amour, on parle de sexualité. Et elle se confie à ces femmes. On est à quelle année à ce moment-là? Là, on est au début, c'est après son mariage, donc on est vers entre 1915 et 1920. C'était les années folles. Ouais. Et surtout, je pense, l'année 20, tout début des années 20, c'est là où ça devient crucial pour elle, parce qu'elle aspire vraiment à la liberté sexuelle, son mari, ça ne marche pas, et du coup, elle va voir des femmes, et elle fait quelque chose d'assez étonnant. Elle crée, en fait, plutôt que d'avoir accès au corps académique, donc aux gynécologues, qui sont des hommes en général, à cette époque-là, elle va avoir accès à une sorte de communauté de femmes, de corps de femmes, parce qu'elle se dénude, elle fait dénuder des femmes, elle s'observe, elle cherche à comprendre. Des fois, elle a des expériences de nature sexuelle, c'est pas forcément des relations sexuelles, parce qu'elle n'est pas, lesbienne. Elle se compare avec sa cousine, non? Elle se compare avec plusieurs femmes, dont sa cousine, Annie de Villeneuve, mais d'autres en fait. Hein. Voilà, on parle de ça, en fait, il y en a beaucoup, enfin, d'autres. Sa cousine Annie de Villeneuve, en fait, elle va se comparer, c'est la première à qui elle va faire la mesure. Justement. Elle voit que Annie n'a pas le clitoris placé au même endroit qu'elle. Et Annie a une vie sexuelle tout à fait satisfaisante. Elle a mesuré la distance du clitoris de sa cousine. Okay. Mais c'est un peu les prémices de ces groupes un peu de femmes qui découvrent leur corps. On peut retracer une histoire. C'est un esprit très scientifique en même temps. On peut retracer de mesurer, de chercher. Elle fait exactement cela, elle va mesurer, et puis elle se dit en fait que cette mesure ne suffit pas. Ouais, c'est ça. C'est peut-être du one-shot, c'est peut-être une anecdote. Il faut trouver une régularité et voir si son argument étant, c'est pas juste la distance, c'est vraiment la question de, parce qu'on peut revenir au débat sur l'orgasme vaginal clitoridien, c'est que le clitoris devrait être en contact avec le pénis. C'est ça. Pour y être, il doit être à une certaine distance, puisque ça lui permet pour des raisons purement physiques de contact. C'est vraiment très, comme c'est dans le cas, en c'est des schémas, c'est extrêmement cru. Donc, elle veut établir cela, et à ce moment-là, son amant qui est Jean Troisier, qui est un médecin, un pastorien, qui travaille à l'Institut Pasteur, un chercheur, un pneumologue,
pas vraiment le sujet, mais, et sauf que lui, il donne aussi une certaine culture de recherche scientifique. Et comme c'est son amant, il a aussi un accès privilégié, je dirais, à ces aspects-là, donc il discute de l'anatomie, et je dirais, de manière pratique. Exactement. Et ils réfléchissent à cela ensemble, et il lui dit, mais il faut faire ça de manière scientifique, il faut faire des mesures. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, le nom de Narjani, c'est du sanskrit. C'est parce qu'elle voulait signer cet article Narjani, elle voulait le signer par une doctoresse. Et lui dit non, je suis mêlé à ça, il faut que je sois présent. Donc il signe Narjani, Nar prenant du sanskrit voulant dire homme, Jani femme, ou l'inverse, il y a qui doute. Mais en tout cas, homme et femme, ce qui montre autant le travail commun que le débat et la difficulté à s'entendre dans ses rapports avec la masculinité. Mais elle était très amie de sa femme aussi. Oui, c'est sa meilleure amie. C'était une de ses meilleures amies. Oui. Et puis, quand il est mort, elle s'est occupée d'elle. Oui, c'est très proche des Troisier. Oui. Toute la famille Troisier, ils se connaissent. En fait, ils avaient une maison aussi. Elle a acheté une maison dans le sud de la France, près de Mathieu, Saint-Tropez, à côté de chez les Troisier, parce qu'ils allaient tous les ans là-bas. Donc, deux familles qui étaient des familles un peu sœurs. Et une des lettres, c'est là, avec Malinowski, c'était dans cette maison. Ça se passe dans la maison. Oui, parce que je me disais, ils sont dans un hôtel, c'est quoi? Non, c'est sa maison qu'elle a fait construire.